La liberté existe que s'il y a un choix possible, n'en déplaise à nos décideurs politiques, adeptes de la pensée unique. La liberté existe que s'il y a un choix possible, une formule qui fonctionne pour leur obligation vaccinale, mais également pour la fameuse transition écologique qui essaye de nous fourguer sans succès des motorisations électriques pour nos véhicules. Conséquence, eh bien, plus nous aurons le choix, plus nous serons libres. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTF, CH, avec Christiane, avec Jean-Pierre, avec Philippe, avec Bruno et avec vous-même, messieurs, dames qui nous regardez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, tu fais bien de parler de transition, Sylvain, parce que depuis que nous parlons de transition, tout le monde parle de transition. C'est bizarre. Même la Macronie parle de transition. Alors, on parle de transition écologique, on parle de transition dans tous les sens du terme. Alors, ça me fait sourire parce qu'effectivement, c'est là qu'on s'aperçoit que nos messages, bien finalement, même d'une manière, je dirais, sournoise et insidieuse, eh bien, nos messages ils finissent par passer dans la tête des gens qui nous écoutent, que ce soit des gens du peuple ou que ce soit des gens du peuple mais haut placés dans l'oligarchie. Donc c'est bien. Continuons comme ça et on arrivera à la transition. Alors oui, Bruno, à condition qu'on parle bien du même type de transition qui est le nôtre en fait. On est le Conseil national de transition, donc une transition positive pour le bonheur du plus grand nombre. Dans le cas de nos chers nouvel ordre mondial, je suis pas certain qu'ils aient en vue les mêmes perspectives, c'est-à-dire que la transition, ils la souhaitent favorable à leurs propres vœux, nous transformer en autre chose que des humains, utiliser l'intelligence artificielle et nous réduire de toutes les manières possibles. Donc ça, c'est aussi une transition, c'est la leur, mais évidemment, ça n'est pas la nôtre. Donc c'est aussi pour ça que le mot transition devient à la mode, c'est parce qu'il marche avec une équipe et aussi avec d'autres équipes, mais pas pour les mêmes raisons, quoi. Voilà. Alors, il y a, comme tu dis, Philippe, effectivement, c'est pas la même transition, mais n'empêche que les choses commencent à bouger parce que, par exemple, le système financier quantique, QFS, ça y est, il est fonctionnel. Il est fonctionnel. On peut se transférer de l'argent d'une banque à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une manière instantanée, en une seconde, quel que soit l'endroit dans le monde. Ça fonctionne. Et j'ai une information à vous donner aussi concernant, vous avez entendu parler du Crédit Suisse qui était en très mauvaise posture et qui a été racheté par l'UBS. Heureusement qu'il a été racheté par l'UBS parce qu'il faut savoir que le Crédit Suisse avait en produits dérivés, c'est-à-dire des opérations virtuelles, mais qui représentent quand même de l'argent, plus de 14 300 milliards d'encours. Ça veut dire que si le gouvernement suisse avait laissé faire faillite le Crédit Suisse, l'ensemble de l'économie mondiale se serait effondré. Donc, l'UBS a racheté le Crédit Suisse en récupérant cette dette faramineuse. Et donc, pour l'instant, on a limité les dégâts. Mais les gens du nouvel ordre mondial ont très peur parce qu'on est au bord du gouffre par rapport à ça. Et grâce au système QFS, on évite toutes ces magouilles. Donc, les choses avancent. Le Gézara est en train d'avancer. Et derrière ça aussi, on peut penser que Donald Trump, quand il va être réélu, parce qu'il y a de fortes chances qu'il soit réélu, va continuer de faire ce qu'il avait commencé de faire contre la Fed aux États-Unis, qui est donc non pas une banque centrale, mais un organisme privé, qui s'est octroyé le droit absolument inimaginable en 1913 d'émettre sa propre monnaie, le dollar, alors que si on regarde par exemple en Europe, la Banque centrale européenne, c'est la banque centrale des États. Et bien, aux États-Unis, non, ce sont des banques privées. Et bien, Trump avait commencé déjà pendant son premier mandat à maîtriser et à contrôler donc la Fed. Eh bien, s'il est réélu, je vous garantis qu'il va contrôler vraiment le système financier et le Trésor américain mettra la main correctement sur la Fed. Et là, on aura beaucoup moins je dirais, de ce qu'on appelle des produits dérivés avec des sommes absolument faramineuses dans le virtuel qui peuvent faire effondrer l'économie à tout moment. Donc, les choses avancent quand même tout doucement. Alors, quoi qu'on pense de Donald Trump, à ce niveau-là, il fera quelque chose, c'est certain. Et avant de commencer cette émission, nous allons faire une toute petite transition. Ça s'appelle l'actualité en images. Je vous laisse découvrir les dires de Natacha Polini. Il s'agit de savoir si nous acceptons d'envoyer nos enfants mourir parce que les États-Unis ont voulu à toute force implanter des bases aux frontières de la Russie. Quand on envisage d'envoyer des troupes occidentales au sol, comme vient de le faire Emmanuel Macron, pour jouer les cow-boys au moment où les États-Unis semblent abandonner la place de la grande gueule en chef, quand on livre des missiles longue portée dont la cible ne peut être que Moscou, il faut, si l'on est encore en démocratie, dire clairement aux citoyens ce que cela signifie. Le New York Times, le 25 février,
a publié une enquête passionnante décrivant comment, depuis 2014, la CIA a implanté 12 bases secrètes en Ukraine et formé les services ukrainiens pour espionner à grande échelle la Russie. On y apprend que les Ukrainiens ont plusieurs fois dépassé les lignes rouges fixées par leurs interlocuteurs et organisé des exécutions ciblées contre des leaders russes ou séparatistes. On y apprend que ces personnels américains n'ont évidemment pas été évacués au commencement de la guerre, mais officient en territoire ukrainien et que s'ils n'appuient pas sur la gâchette, nous dit l'article, ils ajustent le tir. On le savait bien sûr. On se souvient du sommet de l'OTAN en 2008 dans lequel les Américains, contre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, voulaient à toute force intégrer la Géorgie et l'Ukraine pour acculer la Russie dans ses frontières. On se souvient du documentaire de Paul Moreira sur Maïdan, qui montrait cette réunion à Kiev en 2016, dans laquelle le patron de la CIA expliquait que là se situait la ligne de front. Mais il ne fallait pas le dire. On était un complotiste, un suppôt de Poutine. Les néoconservateurs américains et européens ne veulent pas d'une paix négociée. Pour l'instant, il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et après, concrètement, où est-ce qu'ils veulent nous mener ? Les délires va-t-en-guerre sont tout simplement criminels. Oh, Natacha. Ouais. Natacha Polony, je crois qu'elle est éditorialiste chez Marianne, hein, c'est bien ça? Oui, entre autres choses, oui, elle a été plein de choses, mais voilà. C'est une journaliste qui a la carte, comme on dit, sur les grands médias, et qui là, avance d'une case, hein, tout simplement. Elle dénonce les bonnes choses. Alors, quand elle dit, par exemple, que elle aimerait savoir ce que ça signifie quand Monsieur Macron décide d'envoyer des armes à l'Ukraine, j'irai un tout petit peu plus loin qu'elle en disant, on aimerait savoir pourquoi le peuple n'est pas consulté pour des décisions aussi importantes. Ça va un peu plus loin que sa question, qu'est-ce que ça signifie, parce que même s'il nous explique ce que ça signifie, ça me donne toujours pas envie d'y aller, quoi. Donc j'ai pas envie d'y aller, moi, en tant que Français. J'ai pas envie d'aller en Ukraine, j'ai pas envie qu'on mette des choses en Ukraine, qu'on envoie des objets en Ukraine, etc. Et je dois pas être dans ce cas-là. Oui. Philippe, de toute façon, tout ça fait partie de la forfaiture, parce que tout ça, c'est totalement contraire à la Constitution, qui elle-même est tombée en 2008. Donc, ça continue dans l'usurpation Alors voilà. des choses. Et je voudrais rajouter aussi quelque chose à ce qu'a dit Natacha Polony. Quel est leur but? Leur but, c'est le même but qui a été dit par certains économistes à une époque. Au bout d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années, quand le monde a été reconstruit après une grande guerre comme la Deuxième Guerre mondiale, ces messieurs de la finance, et là je rejoins ce que je disais tout à l'heure, ont besoin de quelque chose pour pouvoir construire de nouveau, pour pouvoir éponger leurs dettes et avoir besoin de travailler pour construire. Donc, rien de mieux qu'une guerre pour tout démolir et tout reconstruire après. Et ce sont évidemment les entreprises essentiellement américaines qui obtiendront les marchés. C'est ce qui s'est passé en Irak, déjà. Donc, on peut peut-être à cette étape. Oui, envoyer le thème de ce soir, évidemment. Alors, je vais vous poser cette question. Si tu veux la paix, la plupart de vous me répondront, Parabellum, prépare la guerre. Non, nous, ici, au CNTF-CH, nous avons une vision différente. Si tu veux la paix, prépare la paix. Alors, Sylvain, moi, je vais tout de suite citer une partie du texte de Sun Tzu, dans l'art de la guerre, de cet écrivain chinois, il y a quelques milliers d'années. Il dit aussi, la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de ne pas avoir besoin de la faire. Oui, ça c'est de la stratégie militaire, mais c'est pas comment dirais-je, un mot d'ordre pour établir l'ordre public et pour la paix civile. Si tu veux la paix prépare la guerre, c'était les Romains qui disaient ça, et pour pouvoir tenir l'empire tout à fait en cohérence, je dirais qu'ils étaient obligés d'avoir des armées un peu partout, de façon à réprimer d'entrée de jeu la moindre rébellion et à maintenir la Pax Romana. Souvenons-nous de ce qui était marqué sur les drapeaux romains, SPQR, Senatus Populusque Romae, c'est-à-dire par la volonté du peuple et du Sénat romain. Donc le Sénat, c'était la représentation du peuple déjà à l'époque, hein, comme nous aujourd'hui nous luttons contre la représentation politique. À cette époque-là, elle existait déjà bel et bien. Donc voilà, si tu veux, oui. Oui, Philippe, je voulais aussi rajouter une chose. L'autre jour, pas plus tard que vendredi dernier, sur CNews, Philippe de Villiers a dit la même chose. Il a dit ce qu'il faut, c'est préparer la paix. Plus vite on prépare la paix, moins on risque d'avoir une guerre qui s'étende un peu partout, une guerre mondiale.
D'après ce qu'il dit, je pense que nous, on va pouvoir dire à peu près la même chose, il faut faire comme dit le petit-fils du général de Gaulle, hein, il faut dire à Poutine que la France a toujours été amie de la Russie, que la guerre de l'Ukraine, c'est tout simplement une affaire qui concerne uniquement la Russie et que nous devons rester neutres et tout faire pour que l'Ukraine et la Russie arrivent à un compromis pacifique. Et à partir de là, ça arrivera à quelque chose qui permettra d'avoir une paix, effectivement, mais c'est pas ce que veulent des gens comme Macron, c'est pas ce que veulent les Américains, parce que derrière, vous avez les financiers qui cherchent à tout prix à ce qu'il y ait une guerre pour pouvoir prendre le pouvoir et garder le pouvoir qu'ils sont en train de perdre, parce qu'ils sont en train de paniquer, ces gens du nouvel ordre mondial, parce qu'ils se rendent compte que les peuples se réveillent, que les peuples se rendent compte. Il suffit de voir ce qui se passe avec les agriculteurs dans toute l'Europe. Ce n'est qu'un exemple de tout ce qui est en train de se passer, mais en profondeur, parce qu'on ne nous dit pas tout en France, mais en profondeur, les choses se passent. Par rapport à l'histoire du Covid, de la fausse pandémie du Covid, énormément de plaintes, énormément de dénonciations sont en train de sortir dans le monde entier, et donc on assistera bientôt à la dénonciation du plus grand scandale qui n'a jamais été fait dans toute l'histoire de l'humanité. Donc ils ont peur, et ils ont peur, et comme ils ont peur, la seule manière d'essayer de s'en sortir, c'est de déclencher une guerre. Alors, c'est exactement les paroles de Natacha Polony, hein, qui a dit que les néoconservateurs ne voulaient pas d'une paix négociée. Elle le dit dans son édito qu'on a entendu tout à l'heure, et ça, c'est le plus gros pavé dans la mare, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas les belligérants eux-mêmes qui décident de leur sort, ce sont des Américains, donc à l'extérieur du continent européen et asiatique, qui décident de tout. Et qui décident que ça sera pas la paix, ça sera la guerre, parce que ça les arrange. Alors, on a à peu près compris depuis quelques années pourquoi ça les arrange. Ils ont besoin de faire tourner leur industrie de la guerre, ils ont besoin d'aller piller les actifs des pays conquis de façon à boucher leurs propres trous économiques, etc., etc. Donc voilà, mais il y aura pas de paix négociée. Donc eux sont dans une logique encore numéro 3. Alors on avait l'exemple, si tu veux la paix, prépare la guerre, parce qu'il faut montrer ses muscles pour être sûr de ne pas avoir à les sortir. Ça, c'est un peu la dissuasion nucléaire. On avait également, si tu veux la paix, prépare la paix, et on va y revenir. Ça, c'est plus la philosophie du CNTS-CH. Et puis, il faudrait inventer une troisième voie qui est si tu veux la guerre, ben, j'ai envie de dire, prépare-toi à disparaître, tout simplement. Parce que si tu veux la guerre, tu vas te mettre mal avec l'ensemble de tous les belligérants potentiels, et à un moment donné, tu vas te mettre en faiblesse et tu vas perdre. Et tu vas perdre contre la grande masse, le grand volume. C'est ce que les Européens ont compris quand ils ont réagi aux propos d'Emmanuel Macron. Par contre, nous, au Conseil national de transition français canal historique, on a un programme qui va donner le pouvoir au peuple. Et en général, dans toute l'histoire de l'humanité, ce ne sont jamais les peuples qui ont déclenché les guerres. Donc, à partir du moment où on arrivera à une transition en France, eh bien, le peuple français donnera l'exemple du fait qu'on reste un peuple pacifique et on se mettra dans la neutralité qu'on aurait toujours dû garder, comme le faisait De Gaulle à une certaine époque, qui avait mis la France au sein des pays non alignés. Et donc, à partir de là, on pourra servir d'exemple à d'autres peuples. Et à partir du moment où les peuples vont se lever partout dans le monde, eh bien, tous ces gens-là qui sont finalement très peu nombreux, qui veulent déclencher des guerres, eh bien, ils pourront plus rien faire parce qu'on ne peut pas résister à la force d'un peuple et des peuples. Oui. Absolument. Alors, oui, Christiane. Ce dont il faut être conscient, c'est que ces personnes utilisent nos énergies. Quelles énergies envoyons-nous? Alors, en ce moment, on essaye de nous faire peur avec des conflits dans le monde. Et cette peur, qu'est-ce que ça fait? Nous attirons ce que nous ressentons au plus profond de nous, qu'on soit conscient ou pas. Par exemple, si on a peur de manquer, on va attirer le manque. Et des fois, c'est pas conscient, ça. On le fait inconsciemment. Ça peut être aussi devenir de la généalogie, etc. C'est un travail intérieur qu'on doit effectuer, qui est pas si simple. Et donc, c'est la même chose pour la paix. Si nous avons envie de faire venir la paix, si nous
avons cette joie à l'intérieur de visualiser cette paix que nous voulons, parce que c'est pas que concrètement on a écrit des choses et tout, mais c'est que nous sommes tous des créateurs et que donc cette création, c'est par nos émotions, parce que nous ressentons plus profond de nous, on va parler aller d'égrégores, je ne sais pas si ça parle, d'égrégores que nous créons, et donc par exemple, dans un match de foot, l'égrégore qui est créé est faramineux. Toute cette énergie est récupérée. Donc, ça va, Christiane, si ça va, c'est le même phénomène qui agit dans un sens comme dans l'autre. On a souvent dit, c'est ce dont vous avez le plus peur. On a souvent dit, c'est ce dont vous avez le plus peur qui va vous arriver. Mais si au lieu d'avoir peur, on se met à être enthousiaste, mais à voir les choses de manière positive, ça aussi, ça va arriver. Mais je pense que Jean-Pierre qui a levé la main. Nous allons effectivement passer la parole à Jean-Pierre, ouais. Alors, merci. Alors, je vais commencer par 3 petites phrases qui n'ont pas de verbe, mais ça fait rien. Paix en moi, paix avec vous, paix pour le monde entier. Merci. Et je voudrais dire, quand les gens se saluent depuis des millénaires, il y a des expressions comme salam, salam, salam alaykoum. Ça veut dire que la paix soit avec toi, ou paix avec toi. Et il y a aussi une expression en français, salut. Salut. Ça veut dire shalom aussi pour les juifs, c'est la même chose. Voilà, shalom, salam, salam alaykoum, etc. Et en sanskrit, il y a un mot qui signifie paix de l'esprit, c'est shanti. Et ce mot a été transformé avec les âges et la migration des langages par le mot paix de l'esprit, donc par le mot santé, shanti en sanskrit, santé en français. Ce qui signifierait que si j'en suis en paix en moi-même, mes organes vont ressentir cette paix et cet amour que je leur procure, et la santé physique va découler de cette paix de l'esprit. Évidemment, certains préfèrent nous vendre des médicaments plutôt que nous acquérions cette paix de l'esprit. Alors, ils ne nous font pas cultiver que la peur, comme disait Christiane, mais aussi la colère et la honte, le désespoir, la culpabilité et tant d'autres choses. Et c'est à nous, et aussi la haine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais haïr quelqu'un, cette haine va forcément passer par mon propre corps. Pourquoi haïr son propre corps? C'est tellement plus agréable d'être heureux, de se réjouir du bonheur de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, Monsieur Rosenberg, qui a parcouru le monde, a questionné des gens, y compris des criminels, sur ce qui les avait rendus le plus heureux dans leur vie. Et c'est à chaque fois un instant où ils ont pu contribuer au bonheur de quelqu'un d'autre. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis, je voulais vous parler de transition. J'appelle plutôt ce qui nous arrive une transmutation. C'est-à-dire que nous prenons chaque élément ténébreux de notre vie sociétale ou personnelle et en l'isolant, nous lui permettons de redevenir lumière. Les ténèbres sont plurielles. Tant que nous les prenons en un bloc, elles restent ténébreuses. Chaque ténèbre peut être transmutée en lumière. Et c'est ça la réelle transition. Et puis je vais vous parler de certains qui se disent conservateurs. Conservateurs de quoi? Ce sont plutôt des destructeurs, pardonnez-moi. Alors, si je veux la paix, est-ce que je peux être en paix avec toutes les parties de mon être? J'ai abordé ce sujet l'autre jour. Il y a forcément des parties que nous avons refoulées, à l'école par exemple, pour avoir des bonnes notes, il fallait travailler, et puis celui qui avait envie d'écouter la musique ou de regarder les oiseaux, il était mis de côté. Et donc, ou bien d'autres parties ont été refoulées. Et ça fait une véritable guerre. Or, le seuil critique, c'est quand chacun aura réalisé qu'il y a en soi-même une source de paix, que la paix adviendra à l'extérieur. Dernier élément, Jérusalem. Ce qui signifie la paix viendra. Où la paix advient, où la paix c'est ici et maintenant. Et si c'est ici et maintenant, ça commence entre moi-même et moi-même, puis entre moi-même et vous, puis entre nous tous et toutes et le monde entier. Merci d'avoir entendu. Ah, ça vous laisse baba, hein. On a un vrai philosophe chez nous, c'est impressionnant, bravo. Oui, donc... Bravo Jean-Pierre. Ouais, Jean-Pierre. Et donc, la paix, bien entendu. Alors, la paix, c'est le sujet. La paix, est-ce que c'est un but en soi? Non, je dirais que c'est un moyen.
c'est un moyen d'arriver à faire de l'art, à faire de la science, à faire des choses qui font progresser l'intellect de l'être humain qui est sur cette planète apparemment pour faire à évoluer les choses grâce à son artefact, à son artifice, à sa capacité à faire de l'art. Et quand on compare ce qui s'est passé, disons, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est une période qu'on évoque souvent, notamment concernant la Grèce antique, et qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, ben on s'aperçoit que quand on est dans la paix, on peut créer, on peut faire de l'art, on peut faire civilisation, on peut développer une civilisation. Et quand on est dans la guerre, c'est un peu plus compliqué. Or, qu'est-ce qu'on constate historiquement? C'est que pendant cette période-là, justement, il y a eu alternance permanente entre la paix et la guerre. C'était des moments de paix suivis de moments de guerre. Et des courts moments, hein, c'était quelquefois 2-3 ans maximum, à l'issue desquels les guerres reprenaient. Puis les maladies, puis toute une série de contrevenances. Mais malgré ça, il y avait une telle volonté de faire de la part de citoyens nouveau-nés, c'est-à-dire des gens qui étaient nés esclaves, par exemple, ou en tout cas dans une classe sociale très faible, très basse, eh bien, ceux-là avaient acquis l'égalité de traitement avec tous les autres, y compris les nobles, y compris ceux qu'on appelait les oligarques, hein, bien évidemment. Et cette égalité de traitement, ils la mettaient à profit pour inventer, créer, faire mieux, et démontrer que ces messieurs, les oligarques, même s'ils prétendaient être tombés de la cuisse de Jupiter, comme on disait, hein, quand on parlait de je ne sais plus quel demi-dieu qui était sorti de la cuisse de Jupiter, eh bien, et même s'ils prétendaient être ça, eh bien, en fait, non. Ils valaient pas plus cher, ils n'avaient pas inventé plus de choses pendant tous ces dizaines et ces centaines d'années que n'en inventèrent les nouveaux citoyens de la Grèce antique entre 462 ou 4, je sais plus exactement, et 344 quoi, avant Jésus-Christ, qui est cette période de la vraie démocratie grecque. Hein. Philippe, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans le monde entier depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le monde n'a jamais autant progressé au niveau technique, au niveau scientifique, au niveau baisse de la pauvreté. Entre 1945 et maintenant, le nombre de pauvres dans le monde, le nombre de gens qui ne mangent plus à leur faim, a drastiquement dégringolé. Alors que malgré ça, il y a quand même eu sans arrêt des petites guerres un peu partout dans le monde, provoquées par les oligarques. Que ce soit les guerres du Vietnam, les guerres d'Algérie, enfin toutes ces guerres-là qui se passent un peu partout dans le monde, qui sont des guerres locales. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché le monde de se développer d'une façon extraordinaire. Alors imaginez ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu toutes ces petites guerres. Quand il y a une grande guerre, évidemment, tout se détruit, tout s'effondrait, et ça permet aux oligarques de s'enrichir énormément, et c'est en fait leur but. Alors que si on évite d'avoir une guerre de ce type, une guerre mondiale, eh ben on voit le monde qui se développe à une vitesse extraordinaire, et on voit la civilisation qui grandit. Donc, à cause de cette oligarchie depuis 10 000 ans, on a perdu des milliers d'années d'avance au niveau de la civilisation. Il suffit de voir ce qui s'est passé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit dans tous les domaines, hein, dans le domaine de la science, dans le domaine artistique. L'espérance de vie a été rallongée depuis 20 ans, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer si enfin on arrive à supprimer toutes les guerres, et si enfin les peuples prennent le pouvoir contre les oligarques, enfin, à la place des oligarques? Eh bien, on aura vraiment une explosion du développement de la civilisation. Voilà, alors avec des limites et des bémols dans tout ce que tu viens de dire, effectivement, parce qu'il y a la qualité intrinsèque de chacun d'entre nous pour apporter sa pierre à l'édifice et son génie personnel à l'intelligence collective, virgule. Et puis il y a d'autre part la volonté des oligarques que tu as cité de ne pas nous permettre d'accéder à toutes ces facilités-là, à toutes ces intelligences et à toutes ces réalisations qui sont issues de l'homme. Parce que si nous y arrivons, nous n'aurons évidemment plus besoin d'eux et on va les chasser. Et c'est de ça qu'ils ont peur, à mon sens. Hein. Et pour revenir sur la science et pour l'économie également, c'est la même chose. Il y a eu une sorte de blocage quand même en tout début du XXe siècle. Après Einstein, on n'a pas inventé grand-chose scientifiquement, hein, sur la manière de se déplacer dans l'espace, sur la vitesse de la lumière, sur tous ces paramètres qui font qu'aujourd'hui on en parle comme de la science-fiction, mais qui devrait être depuis longtemps de la science tout court. Or, il y a beaucoup de physiciens qui pleurent dans leur coin ou pas dans leur coin d'ailleurs en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne suit pas des chemins faciles qui seraient faciles à développer et où on découvrirait des choses merveilleuses dont nous sommes sevrés. On n'a plus le droit d'aller sur certains chemins. Donc, il y a bien des barrages aussi. Il y a autant de barrages de la part de l'oligarchie qu'il y a de volonté de l'humanité de s'émanciper de sa situation. Et donc, on est en plein dans à mon sens, on est en plein dans cette lutte. Et évidemment, on a plus que l'espoir que c'est l'humanité qui va gagner. Voilà.
On peut même aller beaucoup plus loin, hein. C'est que si on va dans le sens de l'énergie inépuisable, avec toutes les techniques qui ont été cachées, qui ont été mises sous le coude, ne serait-ce que même qu'en utilisant simplement l'énergie solaire, hein, l'énergie du soleil qui arrive sur la Terre chaque année correspond pratiquement à 2000 fois ce dont l'humanité aurait besoin. Donc, imaginons ce qui se passerait si on a une énergie inépuisable. Si on a une énergie inépuisable, on peut fertiliser le désert. Le Sahara peut devenir fertile. On peut donner à manger à des dizaines de milliards d'individus. On peut transformer complètement la planète, parce que la base de toute civilisation, c'est l'énergie. Et on peut même aller transformer la planète Mars, si on veut, hein. C'est à partir du moment où on peut enfin bénéficier d'une énergie gratuite et inépuisable. Moi, je dirais que si on utilisait correctement le système HAARP, on pourrait faire tomber de la pluie dans le désert. Les technologies sont toujours utilisées soit au service de l'être humain, soit contre l'être humain. Oui, Tu veux dire par là, Christiane, qu'on est capable de manipuler la météo? Mais c'est pas possible. alors si, il y a la danse de la pluie hein, chez nos amis amérindiens, il paraît que c'est efficace. Écoutez, si vous voulez, il y a le livre de Georges Boulon, je sais plus comment il s'appelle, Philippe va m'aider. La patrie sans parti. La patrie sans parti, il parle du système ARP à la fin, je trouve ça très intéressant. Ah bah c'est très intéressant, mais pour revenir sur le désert et l'irrigation hein, ou la pluie, sous le Sahara, il y a de l'eau, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Et c'est bien, ça vaut bien plus cher que le pétrole, puisque le pétrole sera remplacé un jour ou l'autre par des énergies qu'on connaît déjà, mais qui ne sont pas libérées. Et par contre, l'eau, on en a un besoin évident, et elle a été aspirée dans le fond. Et elle n'a laissé en surface que du sable, mais il y avait une mer à cet endroit-là, on en a des preuves directes, indirectes, entre le Maroc, on va dire, et l'Égypte, hein, tout simplement. Il y a eu une mer ici. Hein. Voilà. Jean-Pierre, tu as la parole. Merci. Alors, nous avons parlé de météo. Je propose à chacun de faire l'expérience suivante. Il y a une grande chaleur, et je souhaite une légère brise. J'étends un drap humide. Et tout de suite, la brise se lève. Alors, c'est pas la peine d'essayer de dépenser des milliards pour changer la météo qui nous est favorable. Les paysans disent souvent, le beau temps, c'est celui qui dure pas trop longtemps. Et il y a des choses très simples, vraiment simples, pour communiquer avec les éléments, sans dépenser des milliards et sans se prendre la tête entre les chevilles qui gonflent. Et alors, cette énergie inépuisable, elle est décrite depuis la nuit des temps et dans tous les écrits sacrés. Un rabbin m'a dit un jour, la signification du tétragramme, du nom de Dieu qui est en fait innommable, c'est être dans l'instant présent en permanence. Est-ce que ça n'est pas une énergie inépuisable? Je vous laisse répondre chacun et chacune à cette question. Merci d'avoir entendu. Merci à toi Jean-Pierre, indispensable à une civilisation évidemment la paix. Si tu veux la paix, commence déjà par être en paix. Merci les amis, merci Christiane, merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci Bruno, merci à vous également qui nous avez regardé pendant cette demi-heure. Notre prochain rendez-vous juste avant le week-end, ce sera vendredi avec La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, Canal historique. Excellente soirée.